On dit souvent que les premières heures qui entourent les disparitions mystérieuses sont les plus importantes pour retrouver d'éventuelles victimes. Mais lorsqu'il s'agit de personnes majeures, les enquêtes peuvent parfois mettre des jours à débuter s'il n'y a pas de preuves probantes qu'il s'agit d'une disparition inquiétante. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir 3 histoires devenues des cold cases, 3 histoires vraies de personnes qui se sont volatilisées en laissant derrière elles des images de vidéosurveillance. Nous sommes dans la ville de Cap Coral, dans l'État de Floride, aux États-Unis. C'est ici que vit Lorraine Dumolo, une jeune femme de 29 ans, mère d'une petite fille. Bien qu'elle soit née en Floride, elle n'a pas toujours vécu ici puisqu'elle a été élevée par son père dans l'État du Maryland, dans le nord-est du pays. Elle a une sœur cadette avec qui elle n'a que 13 mois d'écart et de qui elle est très proche. Mais elle n'a plus de contact avec sa mère. Elle espère cependant renouer et rétablir une relation, et c'est en partie pour cette raison qu'à l'âge adulte, les 2 sœurs vont déménager dans le sud à Cap Coral où celle-ci réside. Elle va y rencontrer Gabriel, son petit ami avec qui elle va emménager. Au cours de son adolescence, Lorraine a été victime d'un accident de voiture et les médecins lui ont prescrit des analgésiques qui vont conduire à une dépendance contre laquelle elle va lutter pendant de nombreuses années. C'est un véritable problème de santé publique aux États-Unis. La crise américaine des opiacés, déclenchée par la promotion agressive de médicaments antidouleurs très addictifs tels que l'oxycodone dans les années 90, a fait plus de 500 000 morts par overdose en seulement 2 décennies. Mais Lorraine est une battante et elle veut s'en sortir. Malheureusement, victime d'une rechute, elle va perdre la garde de sa petite fille de 3 ans qui sera placée chez sa grand-mère paternelle. La jeune femme ne baisse pas les bras et reste déterminée à récupérer son enfant. Pour cela, elle occupe 2 emplois, l'un dans un Taco Bell, une chaîne de fast-food américaine spécialisée dans la nourriture mexicaine, et un autre dans un petit restaurant local. Mais en 2020, la pandémie frappe le monde et les États-Unis ne sont pas épargnés. Bien entendu, le milieu de la restauration va être impacté et Lorraine va perdre ses 2 jobs. Sans emploi, elle ne se laisse pas démonter. Nous sommes en juin 2020 et Lorraine épluche les petites annonces et multiplie les candidatures pour trouver du travail, mais son destin va en être autrement. Moins de 24 heures après cette capture vidéo d'une station-service dans laquelle elle est venue postuler, la jeune femme va se volatiliser pour ne plus jamais réapparaître. Le 1er juin 2020, Lorraine est admise dans une clinique psychiatrique à sa demande car elle a besoin d'aide, sans doute en rapport avec son addiction aux opiacés. Elle en sera libérée un peu plus de 2 semaines plus tard, le 18 juin. Et elle va tout de suite se remettre à la recherche d'un travail. Le soir du 18 juin, elle téléphone à Cassie, sa petite sœur, et lui dit être stressée dans sa recherche d'emploi. Mais celle-ci va la rassurer en lui disant de ne pas se faire de soucis et qu'elle l'aiderait à remplir tous les papiers pour demander le chômage si cela s'avère être nécessaire. C'est ce jour-là qu'elle va être filmée en train de déposer un CV à une station-service. Le lendemain matin, le 19 juin 2020, Gabriel, son petit ami, dira s'être levé de bonne heure alors que Lorraine dormait encore. Alors il s'est éclipsé discrètement pour aller travailler. À son retour le soir, sa compagne n'était pas à l'appartement. En revanche, son smartphone était resté à la maison. Le gardien de l'immeuble où vivait le couple déclarera avoir vu la jeune femme dans la matinée autour de 8h15. Elle lui aurait demandé s'il ne connaissait pas des lotissements dans le quartier où les loyers étaient moins chers et celui-ci aurait répondu par la négative. Leur discussion a été brève et Lorraine est partie à pied. Elle marchait beaucoup et n'avait pas le permis de conduire car elle était toujours marquée par l'accident de voiture qu'elle a eu plus jeune.
Cette conversation va paraître étrange pour Cassie, car le mois précédent, sa sœur lui avait emprunté de l'argent pour pouvoir payer le loyer sans lui parler de projet de déménagement. Un autre témoin dira qu'il pense avoir vu la jeune femme marcher dans le parc Fort Freedom, tout proche de l'appartement où elle vivait. Et ce sera la toute dernière observation de Lorraine Dumolo. Plus personne ne l'a jamais revue depuis ce 18 juin 2020. Ce fameux parc situé à Cap Coral est un lieu particulièrement fréquenté par Lorraine. Elle y venait pour marcher et pour méditer. Le parc est bordé par le Bimini Bassins, l'un des nombreux lacs de la région. De l'avis de tous, c'est un lieu tranquille et paisible, adapté aux familles, bordé par des maisons individuelles et des bureaux d'entreprise. Un rapport de personnes disparues est déposé le lendemain, mais en raison de problèmes informatiques, l'affaire ne sera confiée à un enquêteur que 6 jours plus tard. Mais ses proches ne vont pas attendre le début de l'enquête pour rechercher Lorraine. Sa famille et ses amis commencent immédiatement à interroger le voisinage et son père prend un avion et décolle du Maryland pour rejoindre la Floride et rechercher sa fille. Ce même week-end, un promeneur qui se baladait dans le parc Fort Freedom va faire une découverte prometteuse. Il trouve un sac à main noir posé sur le sol. À l'intérieur, la carte d'identité et la carte bancaire de Lorraine Dumolo. Les objets sont remis aux gardiens du parc, mais comme Lorraine n'est pas encore officiellement considérée comme une personne disparue, la famille n'en aura connaissance que quelques jours plus tard. Lorsque l'enquête a enfin démarré, les détectives ont immédiatement interrogé tous ceux qui partageaient la vie de Lorraine, à commencer par son petit ami Gabriel. Ils vont notamment découvrir que le téléphone portable de la jeune femme a passé un appel à Gabriel le jour de sa disparition à 10h du matin via l'application Messenger, appel qui est resté sans réponse. L'homme dira n'avoir reçu aucune notification. La police va également étudier l'activité sur le smartphone de Lorraine, que ce soit en termes d'appels ou de messages, sans rien y découvrir de suspect. La plupart du contenu qu'ils y trouveront était en rapport avec sa recherche d'emploi et les réponses à ses candidatures. 2 semaines plus tard, le 2 juillet 2020, une nouvelle découverte étrange va bouleverser l'enquête. Ses proches qui continuaient à faire des recherches au parc Fort Freedom vont découvrir le débardeur en dentelle rouge de Lorraine abandonné sur une plage près du lac. Chose plus que troublante, cette zone du parc avait déjà été fouillée. Les enquêteurs sont immédiatement dépêchés sur place pour mettre l'objet sous scellé et des analyses ADN confirmeront qu'il s'agit bien d'un vêtement ayant appartenu à la jeune femme. En revanche, rien d'autre qui ne puisse faire avancer les choses. Pour la famille et les enquêteurs, quelqu'un est peut-être venu déposer le débardeur de Lorraine ici quelques jours plus tôt, peut-être pour faire croire à une noyade. Alors, coup de folie, amnésie, disparition volontaire ou acte criminel ? Dernier rebondissement dans cette affaire en octobre 2021 lorsque le département de police de Cap Coral annonce avoir découvert des restes humains dans une zone boisée de North Fort Myers. Il s'agit d'une ville située à moins d'une demi-heure de route de là où la jeune femme s'est volatilisée. La police annoncera qu'elle pense qu'il s'agit du corps de la mère de famille disparue 1 an plus tôt. Mais des analyses de son dossier dentaire infirmera cette hypothèse. Il s'agit en réalité de la dépouille de Brianna Tennant, une autre femme de 36 ans qui a elle aussi disparu dans la région quelques mois auparavant. Depuis ce 2 juillet 2020, plus rien, l'enquête est au point mort. Personne n'a revu la disparue et sa famille est toujours dans l'attente de nouvelles qui leur permettraient de retrouver la jeune femme. Mais certains de ses proches ne sont pas très optimistes et redoutent le pire. Pour eux, jamais Lorraine n'aurait abandonné sa fille et sa famille. Pour la police, la disparition de Lorraine Dumolo est classée suspecte et reste pour l'heure un mystère non élucidé.
Partons maintenant pour la ville de Dublin, capitale de l'Irlande, avec un cold case qui date de l'an 2000. À l'époque, Trevor Dilly a 22 ans. Il a grandi dans la ville de Naas et il est le plus jeune de sa fratrie de 4 frères et sœurs. Après avoir obtenu son certificat d'études, le jeune homme a continué sa formation dans le commerce à la Waterford Institute of Technology, mais il abandonnera ce cursus au cours de la deuxième année pour finalement déménager à Dublin et suivre des cours d'informatique. C'est ainsi que Trevor arrive à la capitale en mai 1999. Par la suite, il travaillera dans le département informatique de la Bank of Ireland. Tout semble bien se passer pour lui et il s'intègre bien aux équipes, se fait des amis et vit une vie tout ce qu'il y a de plus normal. Il est décrit comme enjoué, sympathique et bosseur. Le 7 décembre 2000, les fêtes de Noël approchent et à cette occasion, son comité d'entreprise organise une fête à laquelle il est bien sûr invité. Après avoir pris un verre au Cooper Fast Jacks, puis à l'hôtel Hilton, la soirée en compagnie de ses collègues de bureau se termine dans une boîte de nuit du centre-ville de Dublin, le Buck Valley. Tout le monde semble passer un bon moment, Trevor partage quelques verres avec ses collègues et aux alentours de 3h30 du matin, il décide qu'il est temps pour lui de rentrer. Il quitte la discothèque sous une pluie battante. En effet, cette nuit-là, une tempête est en cours avec des rafales allant jusqu'à 100 km/h. Et pour couronner le tout, impossible pour le jeune homme de prendre un taxi, il y a un mouvement de grève. Inutile également de compter sur les transports en commun à une heure si tardive de la nuit. Trevor n'a d'autre choix que de partir à pied. L'absence du jeune homme le lendemain matin au bureau n'inquiète personne. Ses collègues savent qu'il a eu une soirée bien arrosée et en ce vendredi, veille de week-end, ils imaginent qu'il a dû rester couché et qu'il reviendra lundi. Mais en début de semaine, Trevor est toujours absent à son poste. Cela va pousser son responsable, qui n'arrive pas à le joindre, à contacter ses parents. Ils vont à leur tour contacter la police. Trevor Dilly est officiellement porté disparu le 11 décembre 2000, 4 jours après cette fameuse soirée en boîte de nuit. La police de Dublin, n'ayant aucune piste privilégiée, va saisir les images des caméras de surveillance des lieux où le jeune homme aurait pu être aperçu cette nuit-là, et c'est ainsi qu'ils vont pouvoir reconstituer une partie de son parcours. Les enquêteurs vont découvrir que cette nuit du 7 au 8 décembre 2000, Trevor n'est pas directement rentré chez lui en sortant du nightclub. Il est retourné brièvement au bureau. Il est d'ailleurs filmé en train de discuter avec un homme non identifié vêtu de noir devant les grilles de la Bank of Ireland. Il est alors 3h35 du matin. Trevor finit par ouvrir le portail et pénétrer dans les locaux de son entreprise. Un collègue qui travaillait de nuit est présent dans les bureaux et dira que le jeune homme a lu quelques emails et ils ont même partagé une tasse de thé ensemble. Trevor a également récupéré son parapluie avant de repartir. D'après ce témoignage, il avait bu mais ne semblait pas ivre. Il a quitté les lieux peu après 4h du matin. C'est la dernière personne à avoir vu Trevor Dilly. Les caméras de la banque vont le filmer en train de partir. L'inconnu vêtu de noir et qui attendait devant la grille une demi-heure plus tôt a disparu. Mais vous allez voir qu'il n'est peut-être pas loin. Sur le chemin du retour, il appellera un ami d'enfance resté à Naas et lui laissera le message suivant. « Salut Glenn, tu m'as manqué là-bas, je suis sur le chemin du retour, tout va bien, je te parlerai demain. » Son ami supprimera ce message, ne le jugeant pas important, et la police ne pourra pas le récupérer. Les enquêteurs vont faire une nouvelle découverte plutôt dérangeante.
Vers 4h15 du matin, une caméra de rue filme Trevor en train de marcher sur le trottoir sous son parapluie en direction de son domicile. À peine 30 secondes plus tard, une silhouette apparaît et marche sur les pas du jeune homme. Cette personne semble être vêtue de noir et suivre Trevor. S'agirait-il de l'inconnu avec qui il a discuté devant la banque 45 minutes plus tôt ? Troublant mais impossible à affirmer. Mais une chose est en revanche certaine, ces images de vidéosurveillance sont les dernières traces de vie de Trevor Deely. Il n'est vraisemblablement jamais rentré chez lui et personne ne l'a jamais revu. Le jeune homme a-t-il été suivi et agressé ce soir-là ? C'est l'hypothèse principale des enquêteurs. Le délai de 4 jours entre sa disparition réelle et l'ouverture de l'enquête a fait perdre un temps précieux. De plus, au début des années 2000, il y avait beaucoup moins de caméras de surveillance dans les rues de Dublin. Seulement 2 d'entre elles ont permis de retracer une partie du chemin de Trevor la nuit de sa disparition. Des équipes subaquatiques fouilleront les grands canaux aux alentours sans que cela n'apporte le moindre résultat. La famille du jeune homme a collé des milliers d'affiches et distribué des milliers d'avis de recherche, mais ça n'apportera aucun début de piste. La police révélera elle-même ne jamais avoir côtoyé une famille aussi proactive dans une enquête criminelle. Malgré une récompense de 100 000 $ offerte pour toute information permettant de résoudre cette disparition mystérieuse, malheureusement, jamais le jeune Irlandais ou son corps ne seront retrouvés. Près de 25 ans après sa disparition, le cas Trevor Deely reste non élucidé. Retournons maintenant sur le continent américain et plus précisément au Canada pour parler de notre 3e cold case. Il concerne la disparition non élucidée de Annie Achekian. À seulement 30 ans, la jolie brune est une voyageuse solitaire expérimentée. Elle a déjà visité une trentaine de pays. La jeune femme est décrite comme extravertie, sociable, sportive et très dynamique. En octobre 2008, Annie décide sur un coup de tête de faire son premier voyage au Moyen-Orient accompagnée de 2 amis. Elle décolle de l'aéroport de Toronto le 24 octobre, direction Pékin en Chine. Elle a l'intention de visiter plusieurs pays de la région comme le Vietnam et le Cambodge. Une fois sur place, elle se sépare de ses compagnons de voyage et chacun part de son côté pour réaliser leur plan touristique. Ses amis raconteront plus tard qu'Annie ne leur avait pas révélé ses projets pour la suite de son voyage. Elle arrivera finalement sur l'île de Hong Kong 2 semaines plus tard. Le 9 novembre 2008, elle envoie un bref message à sa sœur aînée pour souhaiter un bon anniversaire à sa nièce qui fête ses 2 ans. Ce sera son tout dernier message. Ses proches vont s'inquiéter 1 mois plus tard car la voyageuse avait prévu d'embarquer pour un dernier vol depuis New Delhi en Inde le 15 décembre pour rentrer chez elle au Canada, mais elle ne prendra jamais l'avion. À vrai dire, rien ne montre que la jeune femme ait quitté Hong Kong. Ses dernières traces de vie, ce sont ces images de vidéosurveillance. Nous sommes le 10 novembre 2008, peu après minuit. Annie est filmée à Causeway Bay, une île de Hong Kong, par la caméra d'une banque en train de retirer de l'argent. Elle va y faire 2 retraits, le premier à minuit 03 et le second à minuit 08 pour récupérer plusieurs centaines de dollars. Étonnant quand on sait que Annie est une touriste expérimentée et qu'elle sait pourtant qu'il est déconseillé de retirer de grosses sommes d'argent lorsqu'on voyage seul à l'étranger. Sa carte de crédit ne sera plus jamais utilisée.
Une source va raconter plus tard à la police avoir vu la jeune femme à Chungking Mansion. Bien que la police décrira ce lieu comme non dangereux, il semblerait qu'il soit connu par les locaux comme étant une zone à forte criminalité. Chungking Mansion est un ensemble d'habitations qui de l'extérieur ressemble à un bloc de béton. Il fait 17 étages et est posé sur le toit d'un centre commercial. On y trouve plusieurs hôtels, c'est même le bâtiment de Hong Kong qui comporte le plus de chambres, près de 2000. On peut y séjourner à un prix défiant toute concurrence. Il y a de nombreuses années, la ville a installé des caméras de sécurité pour réduire la criminalité, mais impossible de savoir si Annie a été filmée à l'intérieur du bâtiment ou s'il s'agit d'une mauvaise piste. Une chose est certaine, plus personne n'a jamais revu avec certitude la jeune femme depuis qu'elle a été filmée devant le distributeur de billets la nuit du 10 novembre 2008. Sa sœur, qui a tenté de remonter les traces d'Annie à Hong Kong quelques mois plus tard, s'est rendue au Chungking Mansion et elle dira que ce n'est pas un endroit qu'elle aurait visité, mais que sa sœur aurait bien pu y louer une chambre pour une nuit. Plusieurs autres observations d'Annie seront rapportées par la suite sans pouvoir être confirmées. Il n'existe aucune trace officielle du départ de la voyageuse de Hong Kong. Alors, où est passée la jeune femme? Très peu d'indices et comme toujours très difficile pour la famille ou même les autorités canadiennes pour obtenir des informations lorsque l'un de ses ressortissants disparaît à l'autre bout du monde, dans un pays dont on ne partage ni la langue ni la culture. Pourquoi Annie a retiré une forte somme d'argent la nuit du 10 novembre 2008 ? C'était une voyageuse solitaire et expérimentée et elle savait à n'en pas douter qu'il valait mieux éviter de se balader avec beaucoup de liquidité sur soi afin d'éviter d'éveiller les convoitises. Enfin, pourquoi était-elle seule dehors à minuit ? On sait qu'à l'époque, Hong Kong comptait plus de 1600 caméras. Mais d'après les informations rendues publiques, Annie n'a pas été capturée sur d'autres images que celles de la banque étrange. Beaucoup de questions qui restent malheureusement sans réponse. Agression, acte criminel, disparition volontaire. Le fait qu'elle soit partie en Asie sur un coup de tête et qu'elle n'ait pas révélé à ses amis ce qu'elle comptait faire après avoir quitté Pékin, sans parler des centaines de dollars qu'elle a retirés avant de se volatiliser, pourrait faire penser à une disparition choisie. Mais cela semble tout de même étrange de vouloir disparaître et changer de vie à des milliers de kilomètres de chez soi, dans un pays que l'on visite pour la toute première fois. Depuis 2008, plus personne n'a jamais eu de nouvelles de la jeune Canadienne de 30 ans. Les recherches semblent difficiles, voire même à l'arrêt, et il n'y a plus d'articles dans la presse concernant sa disparition depuis de nombreuses années. Le cas Annie Achekian demeure non élucidé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a intéressé, n'hésite pas à lui donner de la force en la likant, la partageant et la commentant. Et n'oublie pas de t'abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer les prochains contenus. Et moi je te dis à très vite pour de nouvelles histoires vraies.